Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon lundi. Et je vous présente ce soir Julien, bonsoir Julien, Bonsoir. et Eric, Bonsoir. qui vont nous parler tous les deux de judo et de méditation. Je salue bien nos amis Agnès, Antoine, Sophie et Manu qui sont présents. La parole est, je ne sais pas qui va commencer, Julien, Eric, c'est la surprise. Bonne émission. Alors, bonsoir à tous. Eh bien, pour commencer ce sujet, je vais aborder une petite expérience personnelle. Effectivement, vous savez que dans la vie, on a tous vécu des événements heureux qui nous ont fait plaisir et que généralement on stocke dans les bons souvenirs. Et puis, il y a aussi quelques événements malheureux, peut-être des échecs, qui peuvent aussi nous bloquer et nous poser problème. Il y a quelques semaines, je devais contacter une administration pour des problèmes personnels et il fallait absolument que je la contacte, cette administration. Et il est vrai que, de peur de mal m'exprimer, de peur d'être mal compris, de peur d'être mal perçu, pas assez efficace dans mes démarches, eh bien, j'étais paralysé à l'idée de prendre ce téléphone. Et d'un seul coup, j'ai vu, je me suis revu, en fait, j'ai pratiqué le judo dans mon enfance, et je me suis revu sur un tatami de judo, donc un lieu où on pratique le judo, et je me suis dit, mais bon sang, je me revois en train de combattre, et je vois que mes réactions que j'avais en randori, donc en combat judo, étaient assez similaires finalement aux réactions que j'avais aujourd'hui dans la vie. Alors je me suis dit, pourquoi pas en faire un thème d'émission? Alors j'ai proposé ça à Armel qui a été enchanté. Et pour justement parler du judo, et justement tout ça qu'on a appelé le judo et la méditation, parce qu'il y a peut-être un rapport psychologique entre le judo, justement, et justement cet événement, la méditation. Et j'ai donc fait appel à Julien. Bonsoir Julien. Julien qui est ceinture noire deuxième dan de judo et qui pratique toujours le judo et qui va donc nous parler un peu justement de ce côté méditatif. Parce que on croit souvent que le judo est un sport d'attaque. Or, non, le judo n'est pas forcément un sport d'attaque, c'est un sport de défense avant tout. Qu'en penses-tu, Julien? Alors, tout à fait, c'est avant tout, et comme n'importe quel art martial, un sport, une méthode de défense. Alors, si tu me le permets, Eric, avant d'aborder le côté vraiment méditation et côté plus psychologique qu'on peut retrouver dans un sport tel que le judo ou dans n'importe quel art martial, je voudrais pouvoir resituer un petit peu les circonstances qui ont permis aux arts martiaux de voir le jour et qui expliquent aussi le côté très spirituel de ces disciplines. Tout commence dans les années 600 au Japon. Alors, je vous parlerai plus particulièrement des arts martiaux japonais puisque j'en suis plus spécialiste que les autres, mais la philosophie globale s'adapte à n'importe quel art martial. Donc au Japon, dans les années 600, donc au Moyen-Âge, à l'aube du Moyen-Âge japonais, pour être plus exact, les gens là-bas étaient très croyants et pratiquaient notamment deux religions, le bouddhisme et le shintoïsme. Ces deux religions avaient pour précepte
quand chaque être vivant ou non vivant, donc ça pouvait être à la fois une personne, un animal, un végétal, un minéral, un objet de la vie courante, un symbole fort, un élément, le ciel, les vagues, l'eau, la terre, la montagne. Dans toutes ces choses qui composent la nature, il existe deux parties. Une partie matérielle et une partie immatérielle. Et chacune de ces parties, pour permettre à la chose d'exister, doit être en harmonie avec son opposé, son homologue. Cette croyance a été notamment renforcée par l'un des empereurs de cette époque, qui a été déifié quelques années plus tard et qui est devenu la divinité protectrice du Japon. Et cet empereur, cette divinité, selon la légende, a donné naissance au sumo. Le sumo qui est l'art martial de base japonais, le plus pratiqué. Dans cet art martial, vous vous en doutez bien, puisqu'elle venait d'une divinité, il y avait énormément présent, alors à la fois un côté technique, un côté combat pur, mais aussi une grande partie spirituelle et psychologique. Forcément, cet art martial a fait des petits. On ne compte plus aujourd'hui les méthodes anciennes qui ont été créées depuis ces années-là. Mais elles ont toutes, comme le sumo, adopté ce côté spirituel en rapport étroit avec ses croyances, corps, esprit, et cette harmonie, cet équilibre qui devait exister entre chaque partie de ce qui nous entourait ou de ce qui était à l'intérieur de nous. Le judo, puisque c'est notre exemple de ce soir, a été créé il n'y a pas si longtemps, il y a un peu plus de 120 ans. 140 ans, pardon, un peu moins de 140 ans. Pourquoi il a été créé? Tout simplement parce qu'à la fin du 19e siècle, l'empereur du Japon a décidé de réformer son pays qui était vieillissant, trop traditionnaliste, et qui du coup avait accumulé un retard technologique, culturel, scientifique considérable face à certaines autres nations mondiales. Il a donc mis en place certaines mesures qui ont eu beaucoup de conséquences, à la fois des conséquences positives, puisque ça a permis au Japon de rentrer dans l'ère moderne, mais également ça a eu des conséquences désastreuses, puisque les gens, changeant de mentalité, de façon de voir la vie et de vivre en général, ont déserté certaines pratiques comme celle des arts martiaux et les pratiques également cultuelles et culturelles, traditionnelles, qui étaient elles aussi très liées au côté spirituel. Les arts martiaux étaient en train de mourir. De ce fait, les dojos,
les écoles d'arts martiaux étaient désertées de plus en plus. Et un homme, un jeune homme, puisqu'il avait une vingtaine d'années à cette époque, qui étudiait une méthode de combat qui s'appelle le jujutsu, a compris cette difficulté qu'avaient les arts martiaux à cette époque, et a compris également que la population attendait autre chose. Et du coup, il a transformé la méthode qu'il avait apprise en une autre méthode basée non plus sur la guerre, le combat, avec un objectif de vaincre et de neutraliser un adversaire à tout prix, mais en une méthode qui permettait et qui avait pour objectif de se connaître soi, de connaître les autres et de savoir vivre le mieux possible en fonction de tout ça. C'est ce qu'on appelle le judo. Et le judo a été la base, la première discipline moderne qui a permis à toutes les disciplines qu'on connaît plus facilement aujourd'hui de se développer, des disciplines comme le karaté, le kendo, le taekwondo, l'aïkido, etc., etc. Ça a permis à toutes ces disciplines de se calquer sur le modèle du judo pour pouvoir exister. Alors vous me direz, quel est le rapport avec la méditation et avec le côté spirituel? Le judo, on en connaît tous un petit peu, on en a déjà vu ou entendu parler, on sait que c'est du combat, on sait que le but c'est de faire tomber l'autre ou de gagner un combat, mais le judo ça n'est pas que ça, ou n'importe quel art martial, je le rappelle, c'est juste que là le judo pour ce soir est notre exemple. Le judo c'est, on l'a dit tout à l'heure, apprendre à se connaître et apprendre à connaître les autres pour pouvoir vivre le mieux possible. En cela, il y a un côté technique et physique, bien sûr. Mais il y a aussi une dimension psychologique, puisque pour pouvoir se connaître, c'est bien de se connaître physiquement, de savoir quelles possibilités on a au niveau des gestes, au niveau des postures, des mouvements, des déplacements. Mais aussi, il faut pouvoir avoir l'état d'esprit et les méthodes psychologiques qui vont permettre de se connaître intérieurement. On sait que les arts martiaux ont un côté spirituel par le fait qu'ils ont des valeurs morales. Généralement, quand vous entendez des gens témoigner ou pratiquer et du coup témoigner de leur pratique, que ce soit du judo ou d'un autre art martial, on les entend dire les arts martiaux, mon art martial est un sport, certes, mais au-delà, il m'apporte beaucoup de valeurs telles que le respect, l'amitié, le courage, l'honneur, la modestie, le contrôle de soi. Ce sont des valeurs qui sont avant tout psychologiques, qui sont avant tout mentales. Mais le côté spirituel des arts martiaux ne s'arrête pas là. Avant de rentrer dans le côté plus méditation des arts martiaux, je voudrais vous citer quelques exemples qui pourront peut-être vous donner une image plus précise des symbolismes qui sont généralement devant nos yeux et qu'on ne perçoit pas dans les arts martiaux. Vous savez tous et toutes, par exemple, que dans un art martial, ce qui donne le grade d'un pratiquant,
c'est la couleur de sa ceinture. Mais la couleur de sa ou la couleur de son pantalon, de son pantalon, de son nakama. Mais généralement, c'est la ceinture. Et pourquoi telle ou telle couleur a été mise en place? Pourquoi on dit que la ceinture blanche est la ceinture du débutant? Et pourquoi on dirait que la ceinture rouge, c'est la ceinture de l'expert? Tout simplement parce qu'à la base, il n'y avait pas de couleur de ceinture. C'est le fondateur du judo, Maître Kano, qui a institué des couleurs de ceinture pour différencier les niveaux de ses élèves. Pour ça, il a pris le blanc pour les débutants, puisque le blanc symbolise la pureté, l'innocence. Il a pris le noir pour ses élèves gradés, en disant « ils ont vécu et ils sont au crépuscule de leur apprentissage. Du coup, ils entrent dans la nuit. La nuit étant le noir, la ceinture noire leur sera attribuée. Puisque les élèves intermédiaires doivent avoir une ceinture qui oscille entre le blanc et le noir, et qu'ils sont presque au crépuscule de leur apprentissage, la ceinture marron leur sera donnée. Les couleurs intermédiaires qu'on connaît tous au moins deux noms, la ceinture jaune, orange, vert, bleu, par exemple. Pourquoi on les met dans cet ordre-là? Tout simplement parce qu'il faut regarder un arc-en-ciel. L'arc-en-ciel, au Japon, symbolise le pont qui mène de la terre au ciel, de l'état physique à l'état spirituel. Et ces couleurs, en partant de l'extérieur vers l'intérieur, en partant de l'extérieur de la connaissance vers l'intérieur de la connaissance, sont le jaune, le orange, le vert et le bleu. Pour ces ceintures très gradées, il a été décidé que la ceinture noire ne devait pas être la seule pour pouvoir distinguer les ceintures, les grades très haut gradés, bien gradés et gradés. Les ceintures bien gradées, on leur a laissé la ceinture noire. Les ceintures plus élevées, on s'est dit que comme ils avaient une très bonne partie de la connaissance, mais qu'elle n'était pas encore tout à fait complète, on leur donnerait une ceinture rouge, mais avec une partie de blanc, représentant la pulsation du sang qui afflue vers la connaissance. Et par conséquent, les pratiquants qui auraient la connaissance entière, on leur donnerait une ceinture rouge, puisque le sang s'est coloré avec la connaissance et est totalement rouge de connaissance. À présent, savez-vous que ces grades ne sont pas les seuls, puisque le fondateur du judo lui-même a une ceinture. Elle n'est pas rouge, elle n'est pas blanche et rouge, elle n'est pas noire. Et pourtant, le fondateur de la discipline est quand même celui qui la connaît mieux. Et pourtant, savez-vous qu'il a une ceinture blanche? Certes, elle est 2 fois plus large qu'une ceinture blanche de débutant, mais elle symbolise par sa largeur la supériorité de la connaissance par rapport à une ceinture traditionnelle, mais aussi elle est blanche tout simplement parce que le fondateur est rentré dans une autre sphère de connaissance, une sphère supérieure dont il débute l'apprentissage. Ceci est un exemple de valeur, c'est un exemple spirituel, mental des disciplines, des arts martiaux.
Pour rentrer dans le côté méditation maintenant, il faut bien vous imaginer que si le corps a ses muscles et du coup peut produire son énergie, si on applique à la base la croyance qui dit que toute chose est faite d'un corps et d'un esprit, vous vous doutez bien que si le corps a son énergie, l'esprit l'a aussi. Cet esprit au Japon est appelé Ki. En Chine, elle est appelée Chi. Par exemple, dans le mot Reiki, dont vous avez parlé la semaine dernière, le Ki veut dire énergie. Et Rei veut dire zéro. C'est l'énergie originelle qui va permettre de guérir. Le Ki est donc l'énergie de l'esprit et cette énergie, il faut pouvoir la cultiver. Pour pouvoir la cultiver, eh bien, il faut apprendre à la cultiver. Et pour apprendre à la cultiver, il faut apprendre à connaître son esprit. Pour ça, c'est bien évidemment un apprentissage long et qui ne prend pas 2 jours, 2 semaines, 2 mois, 2 ans, mais qui dure toute la vie. Cet apprentissage, c'est la méditation. La méditation, c'est différent de la relaxation. La relaxation, c'est savoir vider son corps et son esprit d'énergie ou de l'énergie qui est en trop. La méditation, c'est savoir explorer son esprit pour en comprendre le fonctionnement et du coup pouvoir l'utiliser à bon escient au moment voulu pour pouvoir équilibrer son esprit avec son corps. Pour vous donner une image de ce que peut être le fonctionnement de l'esprit, imaginez-vous un grand labyrinthe. Votre esprit n'est en fait qu'un labyrinthe. Et ce labyrinthe, en fonction de vos pensées, de votre état, de votre humeur, de des souvenirs que vous avez en tête, de votre état physique. Cet esprit fonctionne comme un gigantesque engrenage et est sans arrêt en mouvement. Pour pouvoir le connaître, il faut l'explorer pas à pas et comprendre pourquoi les rouages bougent dans tel ou tel sens. Si on arrive à faire cela, on va réussir à le faire fonctionner à volonté, à le bloquer quand il y en a besoin, et du coup, à pouvoir le contrôler et le mettre en harmonie, en équilibre avec son corps. Généralement, pour méditer, on n'a pas besoin de le faire pendant 3 heures. On n'a pas besoin de se mettre dans une position ultra déterminée. On peut méditer en étant debout, en se promenant. On peut méditer en étant allongé. On peut méditer en étant assis. Il suffit simplement d'avoir une disponibilité d'esprit pour pouvoir laisser aller ses pensées vers l'intérieur de soi et essayer de découvrir, de comprendre ce qu'on est, ce qui nous traverse et pourquoi ça fonctionne de cette manière. Généralement, une bonne méditation se fait en 10-15 minutes de manière régulière. Elle peut être accompagnée ensuite d'une relaxation. Mais la méditation ne doit
pas vider l'énergie. Elle doit au contraire la laisser circuler pour que les énergies positives qui vont permettre d'aider à comprendre le fonctionnement de l'esprit, à rester en nous. Et aux énergies négatives qui pourraient nous perturber dans notre découverte, dans notre exploration ou dans notre analyse et compréhension, puissent s'évacuer et ainsi ne laisser que du positif dans notre esprit et ainsi faire toute l'efficacité de l'exercice. Encore une fois, pour pouvoir méditer, et c'est tout là l'intérêt de la méditation, il ne faut pas forcément être judoka ou pratiquant d'arts martiaux. L'exemple de ce soir, le judo, est important pour vous montrer l'intérêt de la méditation. Mais la méditation peut être faite par n'importe qui, du moment qu'on a un petit peu de temps. Comme tu le disais, Eric, dans ton exemple au début de cette émission, tu t'es revu sur un tatami lors d'un combat et tu as réalisé que tes émotions qui te bloquaient étaient les mêmes que les émotions qui pouvaient te bloquer ou te paralyser lors de ton combat. Tout à fait. C'est normal, puisque c'est ton esprit qui provoque ces sensations de paralysie, de blocage. Ces sensations te permettent de savoir quelles sont tes faiblesses et quels sont tes avantages. C'est bien la preuve qu'en chacun d'entre nous, il y a un flux énergétique spirituel qui fluctue, qui nous permet d'avancer et de progresser dans notre état d'esprit. Et justement, pour rebondir avec ce que tu disais, effectivement, le tout, c'est de savoir, justement, c'est ça aussi l'intérêt du judo, mais il n'y a pas effectivement pas besoin de faire du judo, absolument, c'est de pouvoir libérer les émotions du réel, quoi, de la raison. C'est-à-dire Bien sûr. pouvoir faire raisonner plutôt que de gérer, d'être dans son émotion. Bien sûr. Quand on est bloqué par une peur, par exemple, on va reprendre par exemple le cas du judo. Quand vous êtes sur un randori de un tatami judo, la peur, surtout quand on ne voit pas, une des peurs que j'avais moi personnellement, c'était les projections. Parce que quand on vous fait une prise et quand elle est bien faite, logiquement, vous êtes projeté, vous êtes levé du sol, hein, et vous tombez à plat dos sur le tatami, ce qui fait un hippon, un arrêt du combat. Le but étant justement de ne pas tomber à plat dos et essayer de se maîtriser. Justement, là aussi, il y a un effet d'orientation qui est important, c'est-à-dire que via le judo, on peut améliorer aussi des effets psychologiques comme l'orientation, par exemple. Bien sûr. Si vous tombez comme ça, eh bien, il faut absolument que vous sachiez comment vous êtes tombé. Parce qu'on va peut-être rentrer aussi dans le fait qu'un tatami de judo, il y a des lignes sur un tatami de judo. Hein, il y a un cadre dans lequel se déroule le combat. Et lorsque vous franchissez ce cadre, eh bien, vous sortez des limites du plateau de combat et donc le combat est arrêté. Donc, de ce fait, là, il faut aussi avoir développé, et là, c'est le côté méditation. Alors, par la pratique, bien entendu, parce que c'est à force de pratique que l'on mesure son espace, puisque, si je ne me trompe pas, Julien, le tatami, la superficie d'un tatami est quasiment internationale. Oui, c'est environ 4
14 mètres sur 14. Voilà. Donc, en pratiquant le judo régulièrement, par exemple, vous avez pu, de façon inconsciente, mesurer le nombre de pas que vous faites, entre guillemets, pour que vous puissiez ne pas sortir de cette limite. De même que quand vous arrivez, on parlait de respect, quand vous arrivez sur un tatami de judo, et ça, j'ai pratiqué d'autres sports comme l'athlétisme. Alors, c'est pas pour dénigrer tel ou tel sport, mais il y a des sports où, bien entendu, c'est plus le côté technique qui va fonctionner, comme par exemple à l'athlétisme. Forcément, vous courez votre 100 mètres le plus rapidement possible. Une fois que vous l'avez couru, vous avez peut-être des sensations, vous avez peut-être des choses, mais finalement, 100 mètres, une fois que vous courez le plus vite, c'est d'aller le plus vite possible. Eh bien, au judo, quand vous arrivez, il y a d'abord un respect. Et ce respect commence déjà dans les vestiaires. On vous apprend, quand vous êtes tout jeune judoka, à soigner votre kimono. C'est-à-dire à soigner l'habillement. Vous devez forcément arriver avec un kimono propre, un kimono qui soit bien arrangé sur votre corps, une ceinture bien égalisée, si je me trompe pas. Alors justement, à propos, je me permets de t'interrompre pour donner 2 exemples encore de la complémentarité entre les parties qui peuvent exister et qui sont très symboliques dans les arts martiaux. Un kimono, donc une tenue de combat, est divisé en 2. Vous avez une partie basse qui est généralement un pantalon, plus ou moins bouffant selon les disciplines, et vous avez une veste. Le pantalon symbolise la partie terrestre. Du coup, la partie matérielle, physique. Et la partie haute, la veste, symbolise la partie spirituelle, la partie céleste. Et la ceinture, c'est ce qui relie les 2 parties, la partie terrestre et la partie céleste. Et c'est aussi pour ça que les couleurs de ceinture sont prises à l'image de l'arc-en-ciel. Parce que l'arc-en-ciel, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est ce qui relie le côté terrestre et le côté céleste, comme la ceinture le fait pour le pantalon et la veste. Et les pans de la ceinture dont tu parlais à l'instant, Eric, qui doivent être égales quand le nœud de ceinture est fait. Pourquoi elles doivent être égales? Parce que l'un représente le côté masculin et l'autre le côté féminin. Et donc, si les 2 ne sont pas égales, la complémentarité n'est pas équilibrée. Et donc, ça ne fait pas un ensemble homogène qui est en harmonie. C'est là un deuxième exemple du côté spirituel et symbolique dans les arts martiaux que peuvent être ne serait-ce que la tenue d'un combattant. Est-ce que tu connais, Julien, par hasard, la traduction de art martial? Alors, oui, la traduction de art martial, alors, elle peut se faire de 2 façons, selon ce qu'on entend par art martial. Si on l'entend à la manière il y a plus de 140 ans, avant que le judo et les autres disciplines modernes arrivent, il se traduisait par bujutsu, qui voulait dire art technique du combat, de la guerre. Mais ce sens était vraiment guerrier, puisque c'était les méthodes guerrières qui permettaient de mettre à mal n'importe quel ennemi.
après l'avènement du judo et des autres disciplines, on traduira les arts martiaux plus par le terme Budo, qui signifie la voie du combat, la voie de la guerre. Et là, ce n'est plus un art guerrier, ce n'est plus une méthode guerrière. C'est une méthode de vie en relation avec le combat, mais pour apprendre à vivre avec les autres et avec soi-même. C'est toute là la différence et la scission qui existe entre les anciens arts martiaux et les nouveaux. Alors, c'est pareil, pour reprendre le déroulement d'un entraînement, on peut en citer des exemples. Je ne sais pas s'il y a des questions sur le chat ou. Oui, s'il y a des questions, il ne faut surtout pas hésiter. Peut-être vous, les participants, vous avez peut-être des questions. Qu'est-ce que ça veut dire Qigong? Alors, le Qigong, ça n'est pas japonais, c'est chinois. Le Qi veut dire énergie et le Kong veut dire l'utilisation. Donc, c'est utiliser l'énergie vitale, l'énergie, qu'elle soit physique ou spirituelle. C'est apprendre à utiliser l'énergie qui nous traverse, qui nous fait vivre. Et le Tai Chi Chuan? Le Tai Chi Chuan, c'est pareil. Donc, dans Tai Chi Chuan, on a le Qi, l'énergie. Et là, c'est pareil, mais c'est une autre méthode. Il y a des nuances de traduction. Alors, je suis pas spécialiste en chinois, donc je pourrais pas traduire mot à mot, mais c'est pareil. C'est juste que ce sont des méthodes différentes qui utilisent plus ou moins la respiration, la gestuelle, etc., pour apprendre à maîtriser et à connaître l'énergie vitale qui nous traverse. Alors, est-ce que quand on fait du judo, on peut se défendre dans la rue face à un agresseur? Théoriquement, oui. Concrètement, tout dépend de la situation. Parce que même sans vouloir être lâche, etc., si on vous met un pistolet sur la tempe, vous aurez beau savoir pratiquer tous les arts martiaux du monde, à moins que ce soit un pistolet en plastique ou que la personne n'ait vraiment pas envie de vous tuer, si elle a vraiment envie de vous mettre une balle, elle le fera. Elle le fera et quoi que vous fassiez, il y a très très peu de chances que vous puissiez vous défendre. Surtout mais oui, si elle vous attaque à distance. Voilà. Mais il y a des situations où oui, le judo ou n'importe quel art martial peuvent permettre de se défendre dans la rue. Tout à fait. D'ailleurs, c'est le but de l'art martial, c'est bien sûr d'abord de se défendre et c'est pas un sport d'attaque, mais l'aïkido, par exemple, je crois, se base sur l'attaque de l'adversaire. Alors, c'est pas seulement l'aïkido. Le judo, c'est ça aussi. Le karaté également. C'est savoir se servir de l'attaque, de la force, de l'énergie de son adversaire pour la mettre à son profit et neutraliser l'agresseur. Ça, c'est la philosophie globale des arts martiaux japonais. Mais il faut savoir que les arts martiaux ont été créés surtout et par les paysans qui, au Moyen-Âge japonais, qui étaient traversés très régulièrement par des famines, par des guerres intérieures au pays. Les paysans se faisaient malmener, se faisaient rouer de coups, se faisaient agresser par des soldats, par des brigands, par des voleurs, et du coup ils ont dû apprendre à se défendre.
Et ils ont dû apprendre à se défendre avec les moyens qu'ils avaient. Autrement dit, pas grand-chose. Leurs pieds, leurs poings, éventuellement des bâtons, des faucilles. Voilà, ils ont dû apprendre à se défendre. Oui, je peux poser une question. Enfin, je peux ou tu n'avais pas fini, Armelle? Non, vas-y, je poserai après. Ah, d'accord. Alors, je me suis un peu promenée là tout de suite sur Internet et j'ai vu par rapport à judo, ça m'a interpellée, le chemin ou la voie de la souplesse. Et Oui. j'ai vu aussi on raconte une légende à propos du maître dont tu as parlé, Julien, qu'il aurait comparé, enfin, il aurait vu une branche de cerisier ou je sais plus quel arbre très raide, qui sous la neige ne rompt, alors que la branche d'un autre arbre sous la neige peut se tordre et résister. Voilà. C'est pas. En fait, on attribue cette légende au maître Kano, mais ça n'est pas à lui qu'elle est arrivée. C'est à un médecin japonais du XVIIe siècle qui s'appelait Shirobei Yakiyama, qui était médecin. Et qui, voyant sa santé décliner, s'est retiré dans un temple et qui a passé plusieurs mois à méditer. Et un matin d'hiver, alors qu'il se promenait dans les jardins du temple, il est passé sous un saule, donc un arbre avec des très très grandes branches, n'est-ce pas? Et ce matin-là, il neigeait énormément. Et il a été interpellé par une quantité considérable de neige sur une branche. Et au moment où il est passé sous cette branche, il s'est dit je ferais peut-être bien de me dépêcher parce que sinon cette branche, vu toute la neige qu'il y a dessus, je vais me la recevoir sur la tête. Et au moment où il fut passé, il s'est retourné pour regarder cette branche. Et il s'est aperçu que plutôt que de casser, d'essayer de résister et de casser, la branche de l'arbre s'est plutôt pliée et a profité du poids de la neige pour la faire tomber et ensuite s'est redressée comme si de rien n'était. Et c'est là qu'il a compris que plutôt que de s'opposer, de vouloir s'opposer sans cesse à un adversaire, à un assaillant, à un agresseur, quelqu'un qui viendrait nous chercher des ennuis, la méthode la plus efficace, c'était de comprendre ce que l'autre faisait, se servir de ce que l'autre faisait, l'utiliser pour pouvoir, nous, être efficaces et se débarrasser de l'agression. Et c'est ainsi qu'il a créé une école d'arts martiaux où il a mis au point des méthodes d'entraînement et des techniques de combat pour parer à ça. Et il s'est servi aussi de cette philosophie pour mettre au point des remèdes à base de méditation, à base de séances qu'on pourrait qualifier un peu comme de la sophrologie pour guérir certains maux de ses patients. Et cette école d'arts martiaux qu'il a créée avec ce constat, c'est une école qu'il a baptisée l'école du cœur de saule. Et c'est l'une des écoles dont Jigoro Kano a repris la philosophie de base, donc la philosophie de la souplesse pour créer le judo, pour créer la philosophie des arts martiaux modernes. Donc se servir de la force de l'adversaire pour en tirer profit et arriver à neutraliser son assaillant. La souplesse dans le judo, ça n'est pas seulement la souplesse physique, bien entendu, c'est aussi la souplesse d'esprit. C'est du coup savoir analyser une agression, la comprendre et en tirer un enseignement pour la mettre à son profit et en tirer une stratégie de combat efficace. Et c'est tout là l'intérêt du judo, c'est savoir apprendre à
analyser les choses et par la souplesse d'esprit ou l'esprit physique, arriver à franchir les obstacles. C'est beau. Oui. Oh, c'est magnifique. Et la méditation, l'entraînement spirituel, c'est justement d'apprendre à maîtriser, à contrôler et à faire fonctionner cette souplesse d'esprit. Et d'ailleurs, ça commence déjà dès les premiers entraînements, puisque en entraînement, effectivement, on vous apprend généralement une technique. Alors, bien sûr, là, je parle du côté physique, mais on vous apprend une technique, et puis on vous apprend un contre, c'est-à-dire qu'une défense, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on va accompagner, on va laisser faire l'adversaire, on va laisser faire sa technique, et puis on va juste faire soit un barrage, soit quelque chose qui fait que ça va contrer sa technique, et du coup, ça va venir ça peut être un balayage, ça peut être n'importe quoi, ça va venir, du coup, en notre profit. Et dans la vie, justement, c'est ça qui est important aussi, c'est que dans la vie de tous les jours, là où ça peut nous aider, c'est que, par exemple, vous tombez, vous faites une chute, par exemple, ça peut arriver à tout le monde. Vous avez deux cas de figure, vous vous retrouvez par terre. Le premier cas de figure, vous paniquez, vous avez mal ou vous paniquez, vous êtes submergé par la douleur. Le deuxième cas de figure, vous dites, bon, ok, je suis tombé, alors je suis dans quelle position? Comment je suis tombé dans telle position, ok. J'analyse tout ce qui se passe autour de moi, et donc du coup, ça va nous permettre de nous relever, entre guillemets, ou tout du moins de faire le nécessaire pour justement aborder la situation. Et même, j'ai observé, pour ma part, j'ai observé que, en fonction de l'état d'esprit des personnes, il y a des personnes qui tombent souplement, si j'ose dire, hein, c'est-à-dire qu'elles se cassent très peu de choses, elles ont très peu d'accidents graves suite à une chute, et d'autres pour lesquelles une chute entraîne tout de suite des conséquences sérieuses, des fractures, des choses comme ça. Et j'ai observé, en tout cas pour ma part dans mon entourage, que c'est souvent lié à la souplesse d'esprit. Très souvent lié. Les personnes qui ont le moins de souplesse d'esprit, souvent se font mal en tombant, contrairement aux autres. C'est une observation que j'ai faite. Oui, alors c'est naturel puisque on part toujours sur la base que chaque chose est fait d'un corps et d'un esprit, mais ces choses ne fonctionnent pas l'une sans l'autre. Pour preuve, ce qu'on appelle, ce que les Japonais appellent l'esprit, et ce que nous on peut appeler une âme, par exemple, si le corps s'arrête de fonctionner, le corps meurt, l'esprit meurt également. Autre exemple, si vous venez de subir pendant une période qu'on peut qualifier de relativement longue, des moqueries, des tracas, on va dire, psychologiques, votre corps va dépérir. Et inversement, si vous faites quelque chose et qu'on vous encourage, mais vous allez réussir, vous allez ressentir un regain d'énergie physique. Pourquoi? Parce que votre esprit va communiquer son énergie au corps pour pouvoir fonctionner. Alors, comme on parlait là tout de suite, comme Eric parlait de technique, j'ai juste une question qui est un petit peu d'actualité malheureusement, mais qui pourra peut-être renseigner certaines personnes. Est-ce que les policiers utilisent du judo, ou est-ce que il y a des techniques de judo qui sont utilisées par les policiers, notamment cette fameuse clé arrière ou quelque chose comme ça dont on parlait, et est-ce que c'est dangereux? Alors, il faut déjà savoir que n'importe quelle technique, qu'elle soit de n'importe quel art martial, peut être dangereuse si elle est mal faite ou mal contrôlée. C'est tout là l'intérêt des arts martiaux, c'est de savoir utiliser des techniques qui peuvent être potentiellement dangereuses, mais qui ne le sont pas parce que ceux qui les pratiquent les maîtrisent.
Ça, c'est une chose. Ensuite, est-ce que les techniques utilisées sont des techniques de judo? Je ne peux pas le dire. Je ne pense pas parce que les policiers utilisent un mélange de techniques qui proviennent de plusieurs arts martiaux. Donc ils ont leur méthode de combat qui est un mélange de plusieurs arts martiaux. Et du coup, il y a peut-être certaines techniques de judo, mais à mon avis, pas toutes. Après, de là à dire qu'une technique est sans danger, encore une fois, c'est encore une fois la façon de la faire, etc. Mais sachez, et ça, très peu de gens le savent, que dans les arts martiaux, il y a deux facettes qu'on ne connaît pas, ou pas, du moins quasiment pas. Il y a la facette tueuse, on va dire, qui s'appelle l'apprentissage des kaisho ou des sappo, qui est une catégorie de techniques qui permettent d'estropier, d'arrêter le fonctionnement, de tuer une partie du corps ou de tuer un assaillant en une fraction de seconde. C'est la fameuse technique aussi qui existe, que si tu tapes dans la pomme d'Adam de quelqu'un. Alors, par exemple, mais je pense à une technique qui est encore plus redoutable, c'est venir briser l'os venir faire résonner en frappant entre le nez et la mâchoire et la bouche, donc faire résonner la mâchoire supérieure. Si vous la faites résonner correctement, vous risquez très fortement de briser, d'atteindre l'os sphénoïde, l'os qui soutient le liquide céphalorachidien. Ouais, c'est et le si vous vous le brisez, toute la boîte crânienne s'effondre, parce que c'est l'os qui tient tous les autres os du crâne, c'est l'os sphénoïde. Voilà. Donc là, vous pouvez, à coup sûr, si vous réussissez à briser cet os-là, votre assaillant meurt sur le coup. Et il y a, en revanche, une catégorie de techniques qui sont appelées les kwatsu ou les kappo, et qui, elles, sont faites pour faire complètement l'opposé. Ce sont des techniques qui, avec certaines pressions, certaines frappes, permettent de refaire partir le cœur, permettent d'arrêter un saignement de nez, de réanimer quelqu'un qui vient de se faire étrangler, de remettre en place une articulation, etc. Et ces méthodes, elles ne sont plus enseignées, elles sont interdites en Europe, enfin au moins dans la plupart des pays, et sont très très peu enseignées au Japon, puisque c'est des techniques qui demandent une maîtrise vraiment très profonde des techniques, mais qui peuvent sauver des vies. Et au Moyen-Âge japonais, ceux qu'on appelait les samouraïs, que vous voyez plus comme des soldats de l'Empire japonais, ces guerriers étaient formés à la fois au kaisho, mais aussi au kappo. Et ils savaient à la fois tuer quelqu'un en un seul coup, mais ils savaient très bien ranimer leurs adversaires aussi. Oui, il y a quelqu'un qui voulait parler, je ne sais pas qui. Je crois que Daniel a fait juste un petit bruit, mais c'était tout. Ah ben voilà, je vois que... Oui, excusez-moi. J'ai dit eh ben. Et comme le micro était ouvert, nous l'avons entendu. C'est passionnant, Julien, franchement. Ouais. Ah oui, c'est vraiment, vraiment passionnant. Si vous avez des questions sur le chat, n'hésitez pas.
Moi, je reste, je sais pas quoi poser parce que je me sens bête à côté, très très bête. Non, on peut continuer aussi peut-être à reparler de l'entraînement parce que ce qui est important aussi peut-être par le biais de cette émission, peut-être Julien, tu n'hésites pas à me contredire si. Ce qui est important, c'est surtout que les jeunes si des jeunes regardent par exemple cette émission ou des gens qui pratiquent le judo regardent cette émission, eh bien, ils peuvent peut-être mettre en relation le côté technique qu'ils apprennent donc dans l'entraînement avec justement ce côté spirituel, on va dire. Oui, alors dans le côté spirituel, on va avoir plusieurs phases, on va dire, puisque dans le côté physique, on apprend les techniques, on apprend à les faire vite, à les faire souplement, à les faire avec de la puissance musculaire. Mais du côté spirituel, quand on apprend une technique, on apprend aussi à former, à contrôler son esprit et à le diriger. Et là, on rentre dans les phases spirituelles de l'apprentissage. Et du coup, on peut distinguer plusieurs phases. La première, c'est ce qu'on va appeler l'esprit de fer. C'est-à-dire que notre esprit doit pouvoir être hermétique et inviolable pour que l'autre, ce qui est à l'extérieur, ne puisse pas savoir ce qu'on va faire. On a ensuite l'esprit vide. C'est l'esprit qui va ne rien laisser transparaître. Il est différent de l'esprit de fer, puisque l'esprit de fer ne laisse pas aller de l'extérieur vers l'intérieur. Mais l'esprit vide, lui, son but, c'est de ne pas laisser passer les informations de l'intérieur vers l'extérieur. Ce qui est différent et ce qui est un apprentissage différent. Il y a ensuite l'esprit aux mille yeux. Et c'est celui que je préfère. Parce que c'est sans doute celui qu'on utilise le plus inconsciemment. Et c'est celui qui est aussi le plus compliqué à maîtriser. L'esprit aux mille yeux, c'est, pour vous donner une image, une créature qui est recouverte d'yeux et qui doit pouvoir percevoir à travers les 5 sens. Il doit pouvoir percevoir ce qui se passe aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur. Et comprenez bien que si votre esprit n'est pas de fer et donc laisse rentrer des informations inutiles, eh ben ça va perturber l'esprit aux mille yeux et du coup l'esprit aux mille yeux ne pourra pas analyser correctement ce qui se passe. Je dirais même plus, l'esprit du milieu marche aussi avec l'esprit vide. Parce que bien si sûr, vous n'avez pas l'esprit vide qui a été vidé justement par l'esprit de fer, qui est lui censé, comme un rideau, une devanture de magasin, bloquer toute information qui viendrait de l'extérieur, eh bien ça ne peut pas fonctionner puisque l'esprit des mille yeux, lui, va prendre en compte aussi l'état intérieur de votre esprit de vide qui justement n'est pas vide puisque préoccupé par des énergies négatives. Bien sûr, bien sûr. C'est pour ça que on fait un peu fausse route. Alors je dis un peu parce que c'est pas totalement. Quand on vous dit relaxez-vous, ne pensez à rien, on vous dit. C'est une phrase que vous avez dû déjà entendre plusieurs fois. Détendez-vous, ne pensez à rien. Mais ne pensez à rien, c'est déjà penser à quelque chose. Bien entendu. Évidemment. En Pythos, on ne dit jamais ça, nous, justement, on le sait, ça. Donc, si on ne pense à rien, on pense à ne penser à rien, l'esprit n'est pas vide et du coup, ça vient perturber l'esprit aux mille yeux.
Ensuite, on a dit qu'il y avait l'esprit de fer, l'esprit vide, l'esprit au milieu. Il y a l'esprit tranchant. L'esprit tranchant, c'est la facette de l'esprit qui va, grâce aux informations qu'a captées l'esprit au milieu, qui va être capable d'analyser, de comprendre, de mettre en place une stratégie et de l'exécuter de manière efficace, telle la lame d'une épée qui viendrait couper quelque chose pour neutraliser l'action de l'autre, ce qui se passe à l'extérieur. Et ensuite, il y a une autre facette de l'esprit et qui est sans doute la plus importante et qui malheureusement est peut-être celle qui est la moins utilisée, qui est l'esprit de paix. C'est la facette de l'esprit qui doit permettre à la fois à la fin d'une action, d'une situation, c'est la facette qui doit permettre d'analyser et de trouver à la conclusion de la situation le côté positif et le côté négatif pour en tirer un enseignement. Puisque dans chaque situation, il y a un côté positif et un côté négatif, même dans une victoire. Et j'insiste bien là-dessus. Même dans une victoire, il y a un côté négatif. Et l'esprit de paix, ça doit être l'esprit qui va, comme je viens de le dire, analyser et intellectualiser, qui va comprendre et mémoriser le côté positif et négatif de la situation, mais c'est celui aussi qui va les équilibrer pour pouvoir passer à une autre situation. Je vous donne un exemple. Vous faites un combat. Vous perdez. Vous allez être submergé par l'émotion, par la colère, la déception. Vous allez pleurer parce que vous avez perdu. L'esprit de paix doit pouvoir vous dire, certes, le côté négatif, c'est la défaite. Mais le côté positif, il est que l'erreur que j'ai fait qui m'a fait perdre, c'est cette erreur. Et cette erreur, maintenant que je la connais, je ne la referai plus. Et malgré l'erreur que j'ai faite, j'ai quand même participé au combat. L'autre n'a pas gagné sans rien faire, puisqu'il a dû me faire perdre. Donc, je me suis engagé dans le combat, et même si j'ai perdu, je me suis défendu et j'ai agi pour me défendre. Et donc, c'est le côté positif que je dois garder. Et ce côté positif, il doit me servir pour devenir au prochain combat qui aura lieu dans les minutes à venir, les jours, les semaines, les mois, les années. Il doit devenir plus important puisque la prochaine fois, si j'ai perdu là aujourd'hui en 1 minute, en 2 minutes, en quelques secondes, peut-être que la fois prochaine, je perdrai en quelques minutes, quelques heures, quelques années. On ne sait pas. Mais je vais faire tout mon possible, me servir de ce côté positif pour augmenter cette durée de résistance, de combativité, voire la transformer en victoire. Ce sont les multiples facettes que doit prendre votre esprit et qui, grâce à la méditation, doivent vous apparaître et doivent
être découverte et apprivoisée. Et j'utilise le terme apprivoisé parce que ces facettes sont pas comme des petites boules de poils qu'on peut prendre dans la main, avec lesquelles on peut s'amuser, les modeler comme on veut. Non. C'est comme un mécanisme d'horloge. Si vous mettez un grain de sable dedans, vous déréglez tout. Donc il faut savoir y aller pas à pas, découvrir le mécanisme, comprendre comment il fonctionne, et à partir de là, on peut se permettre d'essayer de le manipuler pour en faire ce qu'on veut. Surtout que tout est lié. Tout est lié dans ce mécanisme. C'est-à-dire que, justement, si un pan de l'esprit ne fonctionne pas, ou tout du moins si on n'a pas maîtrise, entre guillemets, on n'a jamais d'ailleurs maîtrise, puisque, comme tu disais Julien dans l'exposé du judo, eh bien, le judo, finalement, c'est toute sa vie qu'on l'apprend. C'est-à-dire que même les grands maîtres, le grand maître, le fondateur qui a une ceinture blanche, ça veut bien dire, en fait, il revient au départ, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on recommence ainsi. C'est-à-dire qu'en fait, on n'est jamais au bout de ses connaissances parce que on a toujours une situation qui fasse que le mécanisme ne fonctionne pas comme la fois d'avant et du coup, il va falloir que l'esprit tranchant réanalyse et renvoie à l'esprit de paix qui, lui, va peser le pour et le contre et donc, justement, va rééquilibrer, donc va enrichir sa base de données. Donc, et va renvoyer des informations à l'esprit au milieu qui va s'en servir pour analyser à nouveau et s'en servir en transmettant des informations à l'esprit tranchant qui, lui, va agir. Et ces esprits dont vous parlez depuis tout à l'heure, on s'en sert toute la vie, puisque quand on perd, on se demande toujours ce qu'on pourrait faire la prochaine fois pour éviter, que ce soit un combat juridique, que ce soit un débat où on a échoué dans son discours, etc. Donc on s'en sert tout le temps de ces esprits. Mais tout à fait, tout à fait. On parle là encore une fois avec l'exemple du judo, du combat, des arts martiaux pour ce soir, mais cette façon de vivre, d'approcher les choses est valable dans n'importe quel domaine de la vie. Je vous donne juste un exemple. Vous êtes invité chez des amis. Vous passez une soirée pleine de rires, de plaisanteries, de bonne humeur, de blagues, etc. Vous rentrez chez vous. Vous êtes bien. Vous êtes satisfait de vous-même. Et tout ce que vous avez envie, c'est que la prochaine fois, vous ayez un moment qui soit encore mieux. Et ça, c'est votre esprit de paix qui va dire ça, c'était bien. Mais peut-être que le côté négatif, c'est que ça pourrait être mieux. Du coup, il faut essayer de l'améliorer. Et ça va le transmettre aux esprits, à l'esprit au milieu qui va s'en servir pour transmettre à l'esprit tranchant qui, lui, peut-être que la prochaine fois, va vous faire sortir des plaisanteries, des farces, des pitreries encore plus drôle que la fois précédente. Une question. Est-ce qu'il y a un ouvrage en français où on pourrait retrouver ce que tu nous dis, les descriptions de ce que tu nous dis au niveau de ces fameux esprits? Alors, il n'y a pas d'ouvrage formel là-dessus. C'est, je dirais que c'est plus mon analyse personnelle par rapport à la discipline et par rapport aux conclusions que je peux avoir en fonction du fruit de mes recherches, parce que je me suis énormément et je me documente encore énormément sur toutes les formes d'arts martiaux japonais, leur philosophie, et notamment sur le judo.
Je suis en cours d'écriture d'un bouquin qui parlera de tout ça. Donc, il n'est pas encore sorti. Il est en cours d'écriture et de montage, puisqu'il va être. Je vais essayer de faire en sorte qu'il soit illustré pour vraiment permettre d'être accessible à tout, enfin au maximum de gens, qu'ils soient pratiquants ou non. Mais voilà, ce bouquin est amené à sortir, j'espère, dans les prochains mois, voire l'année prochaine. Donc j'en indiquerai les références quand ce sera fait. Mais là, actuellement, je ne pense pas qu'il y ait de bouquins très formels sur ce genre d'analyse, de conclusion qui, encore une fois, sont le fruit de mes propres ressentis, expériences, conclusions par rapport à tout ce que j'ai pu lire et trouver comme ressources. Parce que je n'ai pas trouvé justement sur le net, par exemple, esprit de paix, esprit tranchant, etc. Je n'ai pas trouvé ces termes techniques. Okay. J'ai une question. Alors, Sophie, oui, il y a juste Manu qui avait aussi une question, qui a levé la main il y a 2 minutes. Alors moi, c'est juste une petite analyse que je vais faire. Enfin, une petite question, mais bon. Je remarque par rapport à ce que tu disais, Julien, concernant les paysans pendant le Japon féodal, effectivement, c'était très intéressant. J'avoue que ça pourrait être très j'avoue que tout ce qui est tout ce qui concerne le Japon, ça me fascine. Voilà, je vous le dis. Je te le dis aussi, Julien, j'avoue que ça m'a toujours intéressé. Et depuis tout à l'heure, j'écoute avec attention. Et je me pose la question concernant par rapport au Japon, principalement, parce que je vois que tu connais pas mal de termes japonais. Ouais. Et par hasard, est-ce que tu connais, est-ce que tu apprends un peu le japonais, en fait, simplement? Alors, de toute façon, quand on approche une discipline telle que le judo de manière plus approfondie, qu'on peut l'approcher en club, on va à l'entraînement, on met sa tenue, on fait son entraînement et puis on sort des tatamis, on va se rhabiller puis on s'en va. C'est sûr il est nécessaire de s'investir dans l'apprentissage, la signification des termes japonais et l'intérêt, c'est du coup de pouvoir comprendre à la fois le sens basique, mais aussi le sens très très symbolique des choses, quoi. Parce que j'imagine que les candidats, ça va pas être évident, quoi. Alors, c'est sûr qu'au début c'est pas évident, mais c'est comme quand on apprend n'importe quelle langue, hein, on l'apprend pas de but en blanc, on apprend quelques mots, des rudiments, et puis après on apprend d'autres mots. Alors, certes, je parle pas le japonais, hein, absolument pas, mais du coup les termes techniques, même si je suis face à une technique que je ne connais pas, en fonction de son nom, j'arrive à comprendre quel est son principe de fonctionnement de manière globale parce que je comprends son nom, en fait. Et je comprends ce qu'elle symbolise. D'ailleurs, en entraînement, toutes les techniques, généralement, de toute façon, bien sûr, c'est vraiment au Sotogari, c'est pas du français, hein. On a les mots et on a leur signification. Sophie voulait poser une question. Oui, en fait, je voulais. Depuis tout à l'heure, on disait que le corps et l'esprit sont liés. Et oui. Je crois que c'est toi, Julien, qui a dit que si le corps meurt, l'esprit meurt aussi.
Alors, quand je dis il meurt, c'est il cesse de fonctionner. Après, c'est comme le corps. Si le corps arrête de fonctionner, on dit qu'il meurt, qu'il arrête de fonctionner, mais il existe toujours. Oui, c'est-à-dire que, par Il ne exemple, disparaît pas. d'accord. Donc si par exemple, je sais pas, par rapport à la méditation, le corps ne fonctionne plus pour une raison ou pour une autre. Par exemple, le judo, quelqu'un fait une chute accidentelle, du coup, la personne peut méditer, L'esprit peut, si le corps, de toute façon, quand on fait une chute, par exemple, à moins que ce soit vraiment une chute qui nous tue sur le coup, et que du coup, ça provoque l'arrêt, on va dire, total à 100% du corps, ce qui n'arrive maintenant plus jamais, qui arrivait avant, mais qui n'arrive plus à présent, même si quelqu'un est KO, et il est inconscient, il ne meurt pas puisque son corps fonctionne un minimum et du coup l'esprit fonctionne également et la personne, oui, par sa force spirituelle, peut résister. De toute façon, on le voit dans les prestations des gens qui vont réussir à inhiber des douleurs pour pouvoir avoir des performances physiques qui peuvent être douloureuses à première vue, quoi. Et une dernière question, après j'en ai plus. Est-ce que il y a des contre-indications, que ce soit dans le judo, comme dans la méditation, ou c'est que dans un des deux, ou les deux? Je sais pas si je suis Alors, claire. des contre-indications de quel type? Médical, j'imagine. Oui, je pense, ou autre. J'ai pas de... Alors, à la pratique du judo, oui, il y a quand même des contre-indications, mais qui sont physiques, qui sont médicales, parce que même si le judo, on peut l'adapter énormément, c'est une méthode qui est très très souple, très très malléable et qu'on peut pratiquer même avec un handicap qui peut être très prononcé, puisque les non-voyants le pratiquent, les personnes handicapées mentales le pratiquent, les sourds le pratiquent, les personnes en fauteuil peuvent en pratiquer aussi sous une certaine forme, en fonction de leur possibilités. Donc c'est très très malléable. Après, pour ce qui est de la méditation, il y a aucune contre-indication parce que de toute façon, la méditation, là, on parlait d'apprendre à méditer, donc de manière volontaire, mais involontairement et inconsciemment, vous le faites. On le fait tous. D'accord. On le fait tous, puisque je donne un exemple qui vous paraîtra très concret. Vous vous brûlez une fois en allumant une allumette, vous vous brûlez une deuxième fois en allumant une allumette, la troisième allumette, vous n'allez plus vous brûler parce que vous savez que si vous faites mal, vous allez vous brûler. Ouais. Et ça, c'est votre esprit qui le dit. C'est pas votre corps. Votre corps, il est mécanique, il fonctionne parce que l'esprit lui dit tu fais comme ci, tu fais comme ça. D'accord. Et il va pas... l'esprit va vous dire attention, si tu refais comme tu as fait, tu vas te brûler. Alors ne le fais pas. Un enfant, quand il se brûle parce qu'il fait une bêtise avec le feu, il se souvient après à tout jamais qu'il y a certaines choses à ne pas faire. Voilà. Et du coup, ça fait partie de la méditation, ça fait partie de l'apprentissage psychologique, de l'apprentissage moral. Quand on vous dit faut pas pleurer, faut pas pleurer, faut pas pleurer, et puis que quand vous avez une situation compliquée, vous vous retenez de pleurer. On m'a dit de pas pleurer, donc je ne pleure pas. C'est votre force d'esprit qui vous empêche de pleurer.
Après, on va être bien malade, mais c'est pas grave. Bien C'est sûr, ça. bien sûr, bien sûr, bien sûr. Parce que voilà, il faut savoir aussi exprimer les émotions et ça c'est aussi un contrôle de l'esprit aussi parce que le contrôle de l'esprit c'est pas restreindre, c'est pas contraindre, c'est savoir restreindre quand il le faut, mais relâcher quand il le faut également. Y a-t-il des questions sur le chat? Ouais, c'est plutôt calme sur le chat. Bah, j'ai remarqué que quand on fait des émissions comme ça, les gens préfèrent écouter. Donc voilà, je sais pas, c'est dommage. Ouais. Bah, je ne sais pas C'est si sûr. c'est dommage. En tout cas, c'est comme ça, mais c'est tellement intéressant que bon, Ah, c'est clair. il y a On n'a pas pas besoin de de. poser de questions. Oui, bah, Franchement. s'il y en a qui viennent, c'est parfait. On en a posé Mm. quelques-unes, mais moi, c'est comme ça vient que ça me paraît bien. En fait, c'est bien ici et maintenant, quoi. Dans ces Daniel, tu questions. as une question et bonsoir à toi puisque Oui, ben, bonsoir, puis excusez-moi, j'ai vraiment pas pu venir plus tôt. il n'y a pas de souci, t'inquiète pas. Bonsoir, Et Daniel. puis, voilà. Bonsoir tout Bonsoir, le Daniel. monde. Et puis Bonsoir, c'est Daniel. très intéressant, j'écoutais bien sagement comme une enfant à l'école. On a aussi une personne dont j'ai pas l'identité, qui est Follogister aussi, qui est gentiment là, qui a son micro coupé. Je sais pas qui c'est. Si c'est quelqu'un Mais qui de vient du vous. groupe, ça c'est certain, qui Ah vient du oui, groupe, hein, ça oui, c'est ça certain. Oui. forcément. Donc je Ouais. ne sais pas si cette personne a envie de prendre la parole, tout du moins Oui, de nous dire bonsoir, ça nous fera plaisir. c'est trop Voilà. sympa. Et ça Oui. ne bouge pas. Alors, que je reprends bêtement parce qu'il faut dire quelque chose, parce que j'ai rien à dire en fait. On dit de pas pleurer à la personne. Oui, bah bien sûr, on dit pas pleurer parce que c'est d'instinct, c'est même bête de dire ça, pleure pas, ou parce que ça nous fait mal et qu'on veut pas la voir pleurer. Mais on sait très bien, nous tous, puisqu'on fait un petit peu de choses, un peu chacun son petit truc, et on sait très bien qu'il faut pleurer. Il faut absolument pleurer pour dégager tout ça. Autrement, on est mal, comme dit Agnès. Mais des fois, c'est d'instinct. On dit pleure pas parce que ça nous fait mal et puis c'est un mot. Tout à fait, et justement, c'est ça qu'on disait aussi, le fait d'équilibrer, hein, l'équilibre entre le corps et l'esprit. Effectivement, le fait de pleurer, ça évacue, et le fait aussi d'équilibrer justement le côté émotionnel et du côté raisonnement, en fait, pour que tout soit harmonisé finalement. Et justement, le judo apporte ça aussi. Parce que, effectivement, quand vous avez perdu ou finalement, quand vous êtes en échec, et c'est vrai que l'apprentissage par l'échec, on le retrouve dans toute la vie. Mais quand on est en apprentissage par l'échec, vous avez deux choses quand vous subissez un échec. La première chose, c'est la colère, effectivement, le pleur. Vous disant, oui, alors soit vous restez comme ça et vous ne le traitez pas, et finalement, vous l'embarquez toute votre vie, jusqu'au jour où finalement vous serez disponible à le traiter. Et soit vous le traitez en disant, attends, qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas grave. De toute façon, on a perdu, mais finalement, on n'a jamais perdu, puisqu'on progresse toujours, puisque on va vers l'épanouissement. Donc, dans notre chemin intérieur, ce n'est jamais une défaite. Alors nous, c'est vrai qu'en Vitose, on aurait tendance à dire qu'il y a des étapes qu'il serait pas forcément productif de passer sous silence. C'est-à-dire que suite à un échec, il peut arriver à un état de colère, suivi d'un état, donc suite à la frustration provoquée par l'échec, bien entendu, donc une frustration, une colère. Il peut s'en suivre une révolte. Et ensuite, enfin, on peut commencer à pouvoir constater ce qui s'est passé et enfin pourra venir l'acceptation. Mais en Vitose, on a coutume de dire que si on ne prend pas le temps de vivre chaque étape, de toute façon, on n'aura pas progressé, on n'aura pas pu progresser suite à l'échec qu'on aura vécu. Donc, l'idée, c'est de dire dans mon propos que le danger pourrait être avec
cette maîtrise de soi, on va dire, le danger pourrait être de mettre un mouchoir par-dessus les étapes de la de l'émotion, enfin les étapes émotionnelles, voilà, suite à un événement. Et je pense que justement, ça j'en ai parlé en Vitose l'autre fois, que la maîtrise de soi, et c'est là, moi je reconnais bien ce que nous a dit Julien, enfin ça résonne très fort pour moi parce qu'en Vitose on est très proche de cette attitude-là, qui consiste à ne rien passer sous silence, traiter toutes les choses qui se présentent. Simplement, il y a des moments, pour ce qui on parlait des larmes, il y a des moments où il pourra être possible de laisser aller les larmes quand elles sont nécessaires, parce que on est dans un milieu où c'est possible. Mais il y aura peut-être des moments où on doit agir tout de suite. Je sais pas, moi, on est une maîtresse d'école, il vient de se passer un truc, mais on a les enfants à gérer tout de suite là. Donc c'est pas le moment de se laisser aller dans les larmes. On le met de côté et ce sera pour plus tard. Ce sera pour un autre moment où on pourra le gérer. De toute façon, il faudra le gérer. Ne jamais mettre le mouchoir par-dessus. Voilà. Bien sûr. Nous, dans ma méthode à moi, dans Reiki, nous, on nous dit d'accepter, digérer et repartir sur un coup que c'est accepté, que c'est vu, que c'est, on repart, on laisse pas ça à traîner dans Plexus, hein. On repart, mais il faut avant réfléchir à ce qu'on va faire, ce qu'on va dire. Il faut accepter la chose. Si on l'accepte pas, qu'on part dans tous les sens, c'est pas bon. On n'arrivera pas à résolver tout ça, à résoudre tout ça. Bien sûr, et cette acceptation, c'est l'esprit de paix qui le permet. Oui, C'est l'esprit de paix qui le permet. Alors, on parlait d'équilibre tout à l'heure. Enfin, Eric insistait sur la notion d'équilibre. Mais de toute façon, au niveau du Japon et on va dire, de la zone asiatique plus proprement dite, enfin de manière générale bien sûr, leur philosophie c'est de dire que tout l'univers est fait d'équilibre. Je vous donne un exemple. Que serait le jour sans la nuit? Que serait la terre sans le ciel? Que serait l'homme sans la femme? Ben, on a ce signe du Tao, hein, on a la moitié noire, la moitié blanche avec un point blanc dans la partie noire, un point noir dans la partie blanche. Ça, c'est vraiment... Bien sûr. Et ça, le but aussi de la méditation, c'est de comprendre que ce qui nous traverse, que ce soit les émotions, les expériences, les souvenirs, tout n'est pas tout blanc, tout n'est pas tout noir, c'est composé de positif et de négatif. Et il faut savoir utiliser les deux à bon escient. Et je pense que quelque part, c'est mon analyse à moi, hein, mais je pense que quelque part, sortir les émotions au bon moment, c'est quelque part être complètement soi-même et pas se cacher, genre ouais, je suis fort, je pleure pas, machin. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez les autres, mais moi je pense que c'est bien. De toute façon, la nature est tellement bien faite que d'avoir un comportement tel que celui que tu viens de décrire, Sophie, dire je suis fort, je vais résister à tout, je vais pas montrer ce que je ressens, ce qui me traverse, c'est impossible. Dans le sens où il y aura toujours, au bout d'un moment, que ce soit quelques minutes, quelques heures, quelques années, il y aura toujours quelque chose qui fera craquer la carapace et qui fera ressortir les choses. Comme une bombe, en fait. Alors, ça peut être comme une bombe, ça dépend des individus. Il y en a qui vont faire exploser ça, il y en a qui vont le laisser couler. Ça dépendra ça dépendra. Il y en a qui vont fonctionner comme un volcan et quand ça va couler, ça pourra durer plus longtemps. Mais ce qui est autour, ils auront intérêt à se barrer vite fait.
Il y en a qui vont fonctionner comme des bombes et du coup, quand ça va sortir très violemment, mais ça durera pas. Ça dépend des personnes. D'ailleurs, il y a des techniques aussi parce qu'on n'est pas obligé de pour sortir une émotion. On peut, par exemple, je sais pas, du fait, déjà, on parlait de la maîtresse d'école tout à l'heure, c'est vrai que d'où l'importance aussi de sortir ces émotions et de vider, d'avoir un esprit vide, c'est-à-dire disponible à recevoir justement toutes sortes d'émotions. C'est-à-dire, on parlait de l'esprit vide tout à l'heure, là encore, voilà son utilité. Et puis, il peut y avoir différentes techniques. Par exemple, on peut sortir une émotion. Si vous avez une émotion forte à sortir, si vous faites un art, par exemple, eh bien, vous pouvez l'exprimer par l'art. Vous êtes plutôt d'une nature qui va vouloir taper, tout du moins, lorsqu'il y a des émotions à sortir, vous allez plutôt vouloir taper. Eh bien, vous pouvez, par exemple, prendre votre survêt et puis aller courir ou marcher. Voilà, et profiter justement, respirer à fond l'air de la nature, et puis profiter justement de tout ce qui vous entoure. Et puis là, effectivement, si l'émotion pourra sortir, peut-être, et vous libérer. C'est pour ça que c'est très vrai. Toute cette méditation, en fait, elle est basée sur tous les jours, en fait. N'hésitez pas si vous avez des questions. Ceux qui sont sur Jitsi et qui ne parlent pas, n'ayez pas peur. Julien ne vous mordra pas. Pas de souci. Alors peut-être que c'est des gens qui savent pas. Alors, dans l'état actuel, il n'y a que 2 visionnages et les visionnages sont peut-être Manu et moi. Je pense que c'est ça, oui. Donc, il n'y a pas d'autres visionnages là en direct apparemment. Ouais. Voilà. Oui, ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas plus tard, mais ça explique qu'il n'y ait pas de questions. Ce qui ne veut pas dire non plus qu'il n'y en a pas en cours, parce que j'ai remarqué souvent que les visionnages, on en voyait souvent très peu, et au bout du compte, l'émission a été vue beaucoup plus qu'on ne pensait, en fait. D'accord. De toute façon, mais voilà. Bon, après, le chat, il n'y a pas de questions sur le chat à l'heure actuelle. En tout cas, on n'en voit pas. Je confirme. Voilà. Mais bon. Alors, on peut peut-être demander combien de temps dure un combat en judo? Alors, ça dépend des compétitions, du niveau de compétition. On va dire que dans les compétitions amicales ou à l'entraînement, les combats peuvent durer 1 à 2 minutes. Dans les compétitions internationales, à l'heure actuelle, c'est 4 minutes de temps effectif. 4 minutes qui sont reconductibles en cas d'égalité. Mais le plus long combat de judo de l'histoire a duré près d'1 heure. Ouf. Alors, pour dire que 1 ou 2 minutes, c'est très long, un combat. Pour ceux qui seraient amateurs, qui auraient envie que cette émission donnerait envie de pratiquer le judo, comment se passe la toute première séance dans vos souvenirs respectifs, la toute première séance de judo quand on n'y connaît absolument rien? Pour ma part, j'en ai fait un petit peu. Oh, les souvenirs. Ce que je redoutais vraiment le plus dans mes souvenirs sur le tatami, c'est tous les chutes. C'était un truc. C'est drôle, Eric disait la même chose tout à l'heure. Ah là là, mais ouais, mais sinon c'était. Enfin, moi j'en ai un bon souvenir et surtout comment on dit, un sentiment de liberté un peu, je trouve, de défouloir, de liberté, et puis surtout le fait d'être tous ensemble. Il n'y a pas il n'y a pas d'inégalité, on va dire. C'est comme ça que je l'ai perçu. Merci Sophie. Et toi Julien?
Alors, pour d'abord rebondir sur ce que disait Sophie, en judo, savez-vous pourquoi les kimonos sont blancs, les tenues des combats sont blancs? Justement pour effacer les inégalités de rang social, de différence, de sexe, d'âge qui pourrait y avoir entre deux pratiquants. C'est justement pour les mettre à égalité. Ensuite, pour ce qui concerne les souvenirs, c'est comment décrire une première fois en judo. Proprement dit, c'est surtout ne pas avoir peur de la discipline en elle-même, parce que le but c'est pas de vous dire tu arrives sur un tatami, bon bah voilà, tu es face à un gars qui a 30 ans de pratique et puis bah il va t'apprendre à faire Superman et attention à l'atterrissage. C'est on y va progressivement. Avant d'apprendre à faire tomber, on apprend à tomber de manière correcte et sans danger, puisque le judo, je le répète, a été le premier art martial où l'objectif n'était pas de faire mal en se défendant, mais d'apprendre à vivre avec les autres par le combat. Donc, sans danger, sans pouvoir blesser les autres, puisqu'on devait apprendre à vivre avec eux. Donc, c'est apprendre à tomber, que ce soit vers l'avant, sur les côtés, vers l'arrière. Et une fois qu'on a appris, c'est apprendre à faire tomber avec des techniques qui sont accessibles à tous de manière globale, et ensuite apprendre à s'initier au combat, aux stratégies, aux possibilités, comme le disait Eric tout à l'heure, de contre, d'esquive, d'enchaînement, de choses comme ça. D'ailleurs, si pour rebondir à ce que tu dis, Julien, l'entraînement de judo en fait est basé sur plusieurs phases. Bon, bien sûr, on arrive d'abord, il y a la mise en condition. La mise en condition, c'est on va courir, on va faire le tour du tatami pour se mettre en condition cardiaque de manière à chauffer un petit peu les muscles. Après, il y a tout un échauffement qui est, on va par exemple tourner la tête d'un sens dans l'autre pour en fait échauffer les épaules, les bras, faire des fléchissements en tendant une jambe par exemple, puis en l'autre jambe, de manière à tendre un petit peu les muscles. Une fois que la mise en condition est faite, il y avait dans mes souvenirs, on faisait une espèce de combat, on se mettait c'est pas d'un combat d'ailleurs, on se mettait deux par deux et on essayait avec une répétition de chute, c'est-à-dire que en fait le but était de tomber, mais doucement, c'est-à-dire que de façon à bien maîtriser la chute latérale, la chute arrière, la chute avant, etc. Donc une fois que tout ça s'était revu, là on passait en fait en des répétitions de mouvements, comme disait Julien, pour apprendre à faire les techniques de manière spontanée, un peu comme le musicien ferait ses gammes au piano, exactement pareil. Et puis une fois cette répétition passée, eh bien on abordait le combat proprement dit. Mais bien sûr toujours dans le respect, c'est-à-dire que d'abord, au niveau de l'entraînement, il y a toujours, on salue toujours le lieu dans lequel on pratique. C'est-à-dire qu'il y a toujours, on rentre sur le tatami, on le salue. Ça, c'est une règle, voilà, comme on salue toujours son adversaire. Aussi bien en cas de défaite qu'en cas de victoire d'ailleurs, à la fin du combat. Alors pour rebondir ce que tu viens de dire, Eric, savez-vous ce que veut dire dojo en japonais? Non. Oui. Le dojo, c'est la voie de l'illumination, la voie de la connaissance. Et en fait, un dojo, maintenant, on considère ça comme une salle où on pratique les arts martiaux, un lieu
où on pratique les arts martiaux, mais il y a 150 ans, un dojo, ça n'était pas ça. Un dojo, c'était une salle de prière. Les dojos, c'était les salles des prières des temples, dans lesquels, au départ, les arts martiaux sont venus s'apprendre, ont commencé à se développer. Parce que, encore une fois, on plaçait le côté spirituel de l'apprentissage au même niveau que l'apprentissage physique et donc technique. Et dans un entraînement traditionnel d'un art martial, il y a ce que vous a décrit Eric, mais il y a aussi toute une phase, une période où on va être dans une posture confortable et on va méditer pour ouvrir son esprit, pour le rendre disponible. Alors, ça se fait soit au début de l'entraînement pour éveiller son côté spirituel, son esprit avant le combat, soit à la fin pour permettre à l'esprit d'analyser, de comprendre, de mémoriser et du coup d'apprendre de ce que l'on vient de vivre. Et c'est ce qu'on appelle le mokuso, c'est la période de méditation, d'entraînement à la méditation, à l'éveil spirituel dans un entraînement. Bien. Toujours pas de questions sur le chat? Moi, je voulais juste dire quelque chose. Oui, Antoine? Juste dire aussi que j'ai pratiqué un peu le judo quand j'étais plus jeune également. Et donc, du coup, j'en ai fait pendant environ 2 ans, il me semble. Et j'ai pas été loin, jusqu'à la ceinture jaune et blanche. Jaune et blanche. Je n'ai même pas passé la jaune complètement, mais j'aimais bien malgré tout. Enfin, voilà, c'était un apprentissage. Bon, pour mes yeux, je faisais attention parce que comme je voyais encore un peu à l'époque, voilà. Mais voilà. Donc, j'en ai pratiqué aussi. Y a-t-il d'autres questions, d'autres personnes qui veulent intervenir? Oui, j'aurais une question pour Julien. Tu nous as dit que le judo pouvait être pratiqué par des gens en fauteuil. Mais alors, comment ça se passe dans ce cas-là? Parce que au niveau de la garde et tout ça, c'est pas du tout la même chose puisqu'ils peuvent pas, il n'y a pas de contact du coup. Enfin, comment ça se passe? Alors, tout dépend en fait les possibilités des personnes qui sont en fauteuil, puisque même si elles sont en fauteuil, il y en a qui peuvent rester assises au sol, il y en a qui ne peuvent pas et qui doivent être allongées. Et du coup, à partir de ces postures-là, dans lesquelles elles peuvent évoluer, on va développer toute la sphère technique, puisque leur possibilité est surtout limitée à la sphère technique et gestuelle et la sphère des déplacements. On va adapter, on va dire, le maximum de choses à leurs possibilités. Du coup, les pratiquants qui seront en fauteuil roulant, elles vont pouvoir pratiquer un judo technique qui sera beaucoup plus basé sur les techniques au sol, en adaptant pourquoi pas des techniques qui sont de manière basique debout et qu'elles vont pouvoir réaliser en étant à genoux, assises, allongées, pour pouvoir travailler comme n'importe quel pratiquant. En tout cas, ça doit vraiment les épanouir parce que comme c'est des personnes qui sont quand même diminuées sur le plan physique, ça doit vraiment leur permettre de se sentir quelqu'un à ce moment-là.
Oui, et puis de pratiquer au même titre que n'importe qui, et du coup d'avoir une pratique qui n'est pas différente de manière concrète par rapport à un pratiquant lambda. On adapte les choses, mais on fait la même chose globalement. Mais qu'on ne montre pas avec quelqu'un de lambda. Alors, pas en compétition officielle, bien évidemment, mais en entraînement, une personne qui est en fauteuil peut très bien combattre avec une personne valide. Si c'est un combat qui se fait au sol, à genoux, assis, allongé, une personne valide peut très bien combattre, si elle le souhaite, avec une personne qui a ce type de difficulté. Il n'y a aucun souci. On voit même généralement, par exemple, pour les personnes qui ont une déficience au niveau uniquement au niveau des membres inférieurs, par exemple, on remarque très rapidement que ces personnes-là, elles développent des atouts dans toutes les techniques d'étranglement, des techniques de clés et qui sont faits avec uniquement la partie haute du corps, par exemple. Ça t'est déjà arrivé de combattre avec quelqu'un en fauteuil roulant? Oui, bien sûr, bien sûr. Quelle différence as-tu remarqué sur la ténacité, sur, je sais pas, est-ce que tu as remarqué une différence? Alors, sur la ténacité, je dirais que ça n'est pas la difficulté, le handicap qui rentre en ligne de compte, c'est plutôt le caractère de la personne qui fait que une personne qui n'est pas motivée ne sera pas tenace. Une personne qui est motivée le sera bien plus. Mais ça, c'est dans n'importe quel domaine de la vie. C'est dans les compensations des possibilités que là, il y a des choses remarquables, en fait. Est-ce qu'il y a un âge limite pour pratiquer le judo? Autant le plus jeune au plus âgé? Alors, généralement, on dit que le judo, on peut le débuter à partir de 4 ans. Alors, bien sûr, à 4 ans, on va pas apprendre à faire des étranglements, à faire chuter les petits copains, etc. Ça va beaucoup plus être de l'apprentissage moteur, à découvrir ce qu'on peut faire avec son corps, comment on peut se déplacer, les positions dans lesquelles on peut se mettre, travailler beaucoup plus de manière ludique avec des jeux d'opposition, etc. Au niveau de l'âge limite supérieur, je dirais qu'il n'y en a pas. Ah d'accord. Oh là. Il n'y en a pas. Le fondateur du judo est décédé à l'âge de 78 ans. Il pratiquait encore. Il y a des maîtres qui sont encore en vie, qui ont plus de 90 ans et qui pratiquent encore le judo sans aucun souci, quoi. Ah oui, effectivement. Ah ouais, c'est incroyable. C'est clair. Je pense à un maître qui est maintenant 10e dan, qui a beaucoup favorisé le développement du judo en Belgique et qui est venu pendant un moment s'installer du côté de Toulouse, qui a développé aussi le judo dans la région sud, dans le secteur sud de la France, et qui maintenant réside en Belgique, il me semble. Et ce maître-là a plus de 90 ans et il enseigne encore le judo. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que sont que les dames? Alors, les dan, justement, c'est les degrés de la ceinture noire. En fait, comme je l'expliquais tout à l'heure,
Le degré, le niveau d'un pratiquant est défini par la couleur de sa ceinture. Avant la ceinture noire, on va appeler ça des Q, qui sont des degrés avant la ceinture noire. Donc ça va être défini par les couleurs de ceinture. Les Dan sont les degrés de la ceinture noire. Donc quand on obtient la ceinture noire, on obtient le premier degré, le premier Dan. Et au fur et à mesure qu'on monte dans les Dan, on augmente de degré, deuxième, troisième, quatrième, etc. Généralement, on dit que le sixième Dan, le sixième degré, c'est la ceinture rouge et blanche. Et on garde la ceinture rouge et blanche jusqu'au 8e Dan. Et à partir du 9e Dan, on a la ceinture rouge. Et jusqu'à combien de Dan on peut aller au maximum? Maître Cano disait que il n'y avait pas de limite de Dan. La convention veut pourtant que le plus haut grade qu'il ait décerné de son vivant a été le 10e Dan. Donc, par convention, on n'attribuera pas un grade supérieur au 10e Dan. Et pour marquer le respect dû au rang de fondateur de la discipline, on lui a attribué à titre posthume le 12e Dan, donc pour créer un écart inatteignable entre les pratiquants et le fondateur. Après, dans d'autres disciplines, il peut y avoir moins de Dan, il peut y en avoir plus, ça dépend de chaque discipline en fait. Et le niveau le plus haut, mais quand je dis le plus haut, le maximum qu'il peut y avoir? Alors, le niveau qui peut être le plus haut, justement, c'est le 10e Dan, c'est la ceinture rouge. Ah voilà, c'est ce que je voulais dire. D'accord. Et alors, comment on définit le passage d'une Dan à l'autre? Alors, pour les premiers Dan, c'est des examens qui sont... alors, pour les 5 premiers qui sont régionaux, donc il y a plusieurs façons de les passer, mais il y a un examen qui est plus technique, un autre qui est plus, on va dire, basé sur les combats, mais il y a une partie commune sur l'arbitrage et sur la réalisation de kata. Alors les katas, c'est des exercices techniques très très codifiés qui sont vraiment définis dans le détail et qu'on doit pouvoir réaliser à la perfection. Et qui ont pour but de mettre en pratique des principes techniques et des principes philosophiques liés à la discipline. Donc jusqu'au 4e Dan, c'est comme ça. Le 5e Dan, c'est plus entre guillemets une présentation technique de tout ce qu'on connaît et de démonstration des principes philosophiques qu'on a compris dans la discipline. Et ensuite, à partir du 6e Dan, c'est sur dossier, puisqu'on doit pouvoir présenter ce qu'on a apporté de significatif et de positif à la discipline en elle-même, autant dans la recherche technique, dans l'investissement au niveau du développement de la discipline, etc., etc. Donc elle évolue d'année en année, de siècle en siècle, la pratique du judo. Bien sûr. Ouais. Bien sûr. Il y a un examen médical à passer tous les ans quand même. Comme pour n'importe quel sport, oui, il y a un certificat médical qui est demandé pour pouvoir pratiquer la discipline. Ben oui. Y a-t-il d'autres questions? D'autres personnes qui veulent intervenir? Pour ma part, j'ai plus de questions. Ouais, Moi non.
Eh bien, je vais donc mettre fin à cette émission qui fut fort intéressante. N'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche des notifications pour recevoir toutes nos vidéos. N'hésitez pas à faire partager cette vidéo pour la faire connaître au plus grand nombre. Et je vous dirai régulièrement, je vous donnerai régulièrement l'avancée, enfin pas l'avancée, mais tout du moins, je vous signalerai lorsque le livre que Julien a écrit ou est en train d'écrire sera terminé et en vente. Voilà. Et n'hésitez pas à vous abonner également à la chaîne de Julien et vous trouvez également le lien sur le chat. Ok. Nous vous remercions d'avoir suivi cette émission. Laissons aller le générique jusqu'au bout. Je laisse le mot de la fin à Julien. Merci à vous de m'avoir invité à participer à cette émission et j'espère que ce que j'ai pu vous partager vous aura intéressé et pourra vous servir dans vos expériences futures. Et Vas-y. une petite question peut-être avant de terminer, Julien, serais-tu... On t'entend pas. Ah bon? Non. Bon, alors je recommence. Attends. Ah bon, on l'entend. Alors vas-y. Alors, serais-tu prêt à reparticiper à une émission pour parler de ton livre? Sans aucun souci. Sans Eh aucun bien, souci, ce sera avec plaisir. tu seras le bienvenu en tout cas. Thank you.